Des tablettes au format 10,3 pouces pour lire et écrire, des tablettes qui sont des liseuses en quelque sorte, en tout cas basées sur la même technologie, sont en domaine en plein essor. Et il y a 6 mois, nous avions tourné avec Rosalis une vidéo qui a été en fait mise en ligne récemment, c'est-à-dire l'unboxing de la tablette Remarkable 2 que je m'étais commandée. Et après 6 mois d'utilisation, j'avais envie de partager mon retour d'expérience par rapport à d'autres tablettes que je peux utiliser dans un cadre professionnel mais aussi personnel. Donc par exemple évidemment l'iPad, mais eh bien également en fait Fujitsu Quaderno que j'avais acheté au Japon l'année dernière. Et puis évidemment je pourrais parler également de la comparaison avec eh bien, les liseuses existantes, donc par exemple ici ma liseuse Kindle. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve donc pour une vidéo retour d'expérience basée sur 6 mois d'utilisation quotidienne de la tablette Remarkable 2. Donc pour mémoire, la franchise Remarkable est en fait issue d'une start-up norvégienne qui a vu le jour en 2012-2013 et qui avait proposé à ce moment-là un Kickstarter qui a été fortement soutenu parce que ça répondait à un besoin ressenti par certaines catégories professionnelles, notamment des chercheurs, des étudiants, d'avoir une tablette un format eh bien, de taille environ 10 pouces pour prendre des notes, pour pouvoir lire. Et donc, c'est à ce moment-là que la tablette Remarkable a vu le jour. Et ensuite, il y a eu son itération, donc son volume 2, que j'avais du coup unboxé. Vous pouvez revoir la vidéo en question sur la chaîne de Rosalis. Et donc, c'est cette tablette, l'épisode 2 de la Remarkable, que j'utilise maintenant depuis 6 mois. Alors, pour mémoire, pourquoi m'orienter vers ce type de tablette alors que par ailleurs, j'utilise également un iPad Pro? La première raison, la principale, c'est le confort des yeux. C'est-à-dire que quand on passe sa journée devant son ordinateur et devant sa tablette tactile, iPad qui est un écran avec une dalle LED qui est certes d'extrêmement bonne qualité mais qui envoie beaucoup de lumière dans les yeux et qu'on a une certaine forme de sensibilité vis-à-vis de la lumière, on est vite amené à rechercher des choses qui sont justement moins agressives pour les yeux. Donc tout ce domaine de l'encre électronique, le e-ink comme on dit en anglais, et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé depuis maintenant plusieurs années au domaine des liseuses. Déjà pour lire des mangas, j'avais évoqué avec Rosalis par exemple, on avait fait un match tablette versus liseuse, comment lire des mangas. Je vous invite à revoir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Et c'est aussi ce qui m'avait amené à m'intéresser au Sony Digital Paper, donc un produit que Sony n'a mis en vente que eh bien, au Japon et aux États-Unis. Et Fujitsu avait repris le concept et les brevets qui étaient associés en sortant le Quaderno au Japon. Fin de l'année 2019, début 2020, et j'étais revenu de mon séjour au Japon en 2020 avec une tablette Quaderno A5 qui me satisfaisait complètement par rapport eh bien, à un usage de lecture-écriture. Mais bien dans le même temps, il y a d'autres concurrents et j'avais envie de voir la Remarkable, ce qu'elle avait dans le ventre. Et en pratique, donc cette tablette Remarkable a remplacé dans mes usages quotidiens le Fujitsu Quaderno. Je vais pouvoir vous expliquer un peu pourquoi. Donc je rappelle déjà aussi que finalement les deux fonctions d'une tablette de ce type-là, c'est lire et écrire. Ce ne sont pas des tablettes qui tournent avec un système d'exploitation complet qui permettrait par exemple d'installer des applications tierces, de jouer ou autres. Là, le but de Remarkable, c'était vraiment de fournir un outil sur lequel on peut se concentrer. C'est un choix. Il y a d'autres tablettes avec des écrans e-ink qui voient le jour avec des constructeurs comme l'entreprise chinoise Boox qui propose en fait des tablettes à encre électronique qui tournent sous Android, donc qui permettent d'installer toutes les applications qui vont derrière.
Mais donc le choix qu'a fait Remarkable est en quelque sorte fermer les usages pour justement pouvoir se concentrer. C'est plutôt malin en fait au final, puisque finalement, quand on discute avec des utilisateurs bien de périphériques iOS, et souvent pour par exemple des activités qui nécessitent de la concentration, eh bien, on entend, et c'est aussi mon cas, le fait de absolument avoir besoin de couper toutes les notifications qui vont venir perturber le travail. Donc finalement avoir une tablette qui est centrée sur deux fonctions, mais qui les fait bien, et par ailleurs qui est, on va dire, eye-friendly, donc qui fait en sorte d'avoir la même sensation que sur du papier en termes de lecture, c'est plutôt adapté. Donc la Remarkable est une tablette de format 10,3 pouces qui ne lit en termes de format de fichier que deux types de fichiers, des fichiers PDF et des fichiers EPUB. EPUB, c'est le format de livre électronique ouvert qui maintenant s'est établi et qui est reconnu comme tel à travers le monde. Et donc pour transférer des fichiers eh bien, de son ordinateur à sa Remarkable, ça passe par une application qui est sur l'ordinateur, qui passe par le nuage de Remarkable, et les fichiers arrivent sur la tablette et de la même manière sont synchronisés. Donc on peut récupérer ensuite sur la tablette les fichiers qui sont générés. Donc par exemple, toutes mes prises de notes peuvent être faites par ce biais-là. Voilà, l'écran est de bonne qualité, hein, c'est du 226 ppi, donc en pratique on a des résultats tout à fait pertinents et intéressants dans la qualité de rendu. Donc par exemple quand on va avoir eh bien, en manga, eh bien, ça va être quelque chose qui va être de très bonne qualité, de rendu visuel. Un manga en noir et blanc, c'est vraiment là où on a peut-être la meilleure représentation de la qualité visuelle de la tablette et de son rendu. Donc là, par exemple, un manga qui est prépublié dans le magazine Dessert au Japon, donc vraiment un très bon rendu visuel, on arrive très bien à lire. Donc c'est en format pour une planche qui est plus grand que les formats de manga publiés en France classiquement sous la forme de tankobon, donc les petits volumes que vous pouvez acheter en librairie. Mais donc pour le Japon, c'est un format qui est un peu similaire au format des magazines de prépublication, donc c'est ultra adapté et c'est très confortable, très agréable de lire dans ce contexte-là. Donc pour tout ce qui est lecture, vraiment j'y trouve mon compte parce que les liseuses classiques, donc par exemple Kindle, Amazon a pendant un temps fait des liseuses de plus grand format que du 7 pouces, mais à l'heure actuelle sa liseuse au format maximal, eh bien c'est la liseuse Kindle Oasis, sur laquelle j'avais aussi fait des vidéos dans le passé. Je vous invite à aller revoir ces vidéos si vous voulez en savoir plus. C'est un bon format en fait pour lire du manga, mais c'est un poil petit en fait, c'est encore un petit peu plus petit que justement le format des mangas publiés en librairie. Donc on aimerait avoir un format un tout petit peu plus grand, et pour ça eh bien c'est tout à fait satisfaisant de lire sur une tablette de type Remarkable, parce qu'on arrive au format qui eh bien nous amène à avoir, on va dire, la possibilité de nous immerger dans les dessins et ce qui apparaît tout de suite. Donc quand on lit une planche sur la Remarkable, on est vraiment, je trouve, sur une taille tout à fait acceptable. Donc je rappelle, ici on est sur la Kindle Oasis 7 pouces et donc là sur la Remarkable 10,3 pouces. Donc je pense vraiment que certes ces tablettes sont plus volumineuse, hein. C'est plus difficile à glisser dans son sac à main, alors que ça rentre facilement dans une sacoche. Mais par contre, quand il s'agit de lire tranquillement sur son canapé ou le soir dans le lit, je dois dire que ça, c'est vraiment très adapté. Donc j'ai finalement une grande satisfaction par rapport à cet élément de lecture. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut toujours anticiper le fait de transférer les livres qu'on souhaite lire sur sa tablette, puisqu'il n'y a pas, la tablette Remarkable est plus conçue comme un bloc-notes d'écriture, donc n'a pas, par exemple, d'accès direct à un store
qui permettrait d'acheter des livres en ligne, là où, par exemple, la Kindle est directement connectée au magasin en ligne d'Amazon, ou encore la Kobo, c'est pareil, elle est rattachée au magasin de Kobo. Donc voilà, c'est le seul petit bémol pour ce qui est de la lecture. Autrement, c'est vraiment très adapté. Maintenant, je vais parler de mon usage professionnel au quotidien, qui est un usage d'écriture. En fait, de tout temps, j'ai pris beaucoup de notes, que ce soit quand j'étais moi-même étudiant, à prendre beaucoup de notes sur des feuilles et sur des cahiers, ou ensuite, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai plein de carnets qui sont dans mes archives, tous des carnets de recherche que j'ai remplis pendant une quinzaine d'années, qui me posaient un petit challenge au fur et à mesure, c'est que la problématique est de comment bien classer des carnets. Des carnets, ça a cet élément-là, que vous allez prendre des choses de manière linéaire. Donc, on aurait pu avoir besoin plus d'un classeur. Donc, par exemple, pour des thèmes dédiés sur lesquels on cherche à suivre les avancées les unes par rapport aux autres. Et donc, pour ça, le numérique, c'est quand même bien. Je vais juste montrer, par exemple, dans le domaine d'une activité que j'exerce à titre professionnel en tant que responsable d'un département dédié aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. En fait, j'ai créé différents carnets dans ma Remarkable qui correspondent en fait à mes interactions avec alors soit différents acteurs, soit certains thèmes. Donc par exemple, j'en ai un avec qui est dédié juste à mes interactions avec la direction des systèmes d'information, un autre avec la direction de la formation, un autre avec le service des ressources humaines, un carnet dédié avec une thématique sur l'approche compétences. Donc l'avantage, c'est que quand je vais travailler sur en interaction avec un de ces services ou alors avec une de ces thématiques, je rouvre simplement le carnet qui est associé un petit peu comme si c'était un cahier de notes qui était vraiment dédié. Donc plutôt que, là en l'occurrence déjà, je vois que j'ai, sur cette activité-là, j'ai 10 carnets qui coexistent, sachant que par ailleurs j'ai d'autres répertoires, notamment un répertoire recherche et un répertoire enseignement, dans lequel j'ai aussi d'autres carnets par dizaines. C'est ultra facile pour mon suivi et tout ce que je peux faire au quotidien. Donc ça, c'est vraiment ultra agréable. Et puis, par ailleurs, ce que je constate, et ce qui était le plus important, c'était la sensation en fait d'écriture sur la tablette. Et en fait, c'est là où, quelque part, c'est le moment où j'ai un petit peu abandonné ma tablette Quaderno pour la Remarkable. C'est cet élément-là de sensation sur le papier, lié aussi au stylet. Donc la Fujitsu Quaderno a un stylo Wacom qui nécessite d'être rechargé, et je vous invite à revoir mon unboxing de la Quaderno si ça vous intéresse. Mais en pratique, c'est la sensation d'écriture qui est un petit peu moins bonne que sur la Remarkable, qui est vraiment forte pour ça. Et donc le stylet sur Remarkable s'achète en plus. C'est un stylet qui est aimanté, donc c'est pratique. Il sera tout le temps avec la tablette sous ce format-là. Il y a deux stylets qui sont vendus par la start-up norvégienne. Il y a un stylet qui est un marqueur tout simple, et là c'est le marqueur plus qui a l'avantage en fait d'avoir la fonction gomme sur l'autre côté. Donc si je viens ici, je vais gommer ce qui m'a été écrit précédemment. Je vais faire attention dans ma note, je me rappellerai ce que j'ai écrit. Et puis pour l'écriture, c'est tout à fait satisfaisant. J'ai plein de modèles d'écriture qui existent, j'ai plein de manières d'écrire en fait qui existent. Je peux écrire comme si j'utilisais un stylo. Je peux écrire comme si j'utilisais un crayon à papier ou un critérium ou un surligneur. Donc j'ai plein d'accès à des types de stylos différents. Je peux le faire de manière fine, médium ou grasse. J'ai la gomme. Et puis, du coup,
J'ai aussi la possibilité de convertir mon écriture éventuellement en texte manuscrit, mais personnellement, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin au quotidien, puisque je prends des notes surtout pour moi-même et où je les partage avec d'autres, mais généralement, mon écriture est suffisamment lisible pour que je puisse les partager avec d'autres sans avoir besoin de passer par un convertisseur d'écriture manuscrite vers de l'écriture tapuscrite. Donc, en pratique, j'utilise pas cette fonctionnalité-là. Et donc c'est quelque chose de très simple. Et puis voilà, la sensation d'écriture est vraiment satisfaisante. Alors le seul bémol sur le stylet, c'est que régulièrement il faut changer la pointe en fonction de quel est votre usage de la chose. Donc j'ai tendance à émousser assez rapidement la pointe. Donc les pointes, ça se commande en ligne. Donc c'est cette petite élément-là, qui apparaît à peine à l'écran, qu'il faut changer. Donc c'est pas très coûteux, mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui s'use, c'est ce qui s'émousse au final. Donc je la change à peu près toutes les 3-4 semaines en fonction de mon utilisation en pratique. Un autre élément associé à mon usage en termes purement professionnels et que j'ai vraiment apprécié et qui marque là aussi la différence majeure par rapport au logiciel Quaderno et donc à ce qui est derrière, c'est en fait, on pourrait se dire le format 10,3 pouces n'est pas forcément ultra adapté pour lire des papiers scientifiques parce qu'il y a plein de formats de papiers scientifiques qui se présentent comme ça. C'est des formats imposés, c'est des formats dans lesquels vous trouvez les articles que vous allez à lire. Donc là, par exemple, voilà à quoi ressemble un article proposé. Il y a plein de blancs autour. C'est la feuille de style de l'article qui exige ça, mais quand je télécharge le PDF, c'est ainsi. J'ai pas moyen de faire autrement. Et en fait, ce qui serait aisé, ce qui serait agréable, c'est de pouvoir réduire. Alors certes, je peux zoomer, voilà. Donc ça, c'est pratique. Et donc sur Quaderno aussi, je peux zoomer comme ça, mais ça nécessite du coup de zoomer à chaque page. Mais dans une mise à jour récente de justement la Remarkable, il y a un mécanisme qui a été très bien pensé et justement pour le public d'étudiants et ou de professionnels qui lisent beaucoup d'articles de ce type-là. Il y a le Adjust View qui permet en fait d'ajuster pour toutes les pages à venir ce qu'on va voir et la manière dont l'article sera grossi. Donc là par exemple, si je fais un Adjust View ici, je peux choisir concrètement tout ce que je veux qui me soit montré. Donc je vais réduire ici progressivement le form factor, en fait, c'est ce à quoi ça revient. Ça revient à réduire cet élément-là. Et donc toutes les pages seront focalisées sur ce form factor-là. Donc là, du coup, j'ai le zoom pour cette page-là, mais ce qui est malin, c'est que dès que je passe à la page d'après, en fait, j'ai le même zoom qui est maintenu. Donc je vais lire mon article comme s'il était directement agrandi. Et donc, c'est comme si je l'avais imprimé en plus grand. Donc, le petit bémol d'avoir juste un format 10,3 pouces est complètement atténué par cette fonctionnalité d'ajustement de la vue qui est vraiment bien pensée pour lire des articles scientifiques. Voilà. Donc, au final, vraiment très satisfait par rapport à la lecture sur écran, beaucoup moins difficile en fait pour les yeux. Et je peux vous dire que pour avoir passé durant cette dernière année et demie, des jours entiers en télétravail sur écran, à la fois pour faire des réunions, mais des cours à distance et autres, c'est vraiment plaisant d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple pour les yeux, pour la prise de notes ou autre. Vient la question naturelle, finalement. Quel est l'intérêt par rapport à un iPad et pourquoi est-ce que finalement, en pratique, je continue d'utiliser les deux, mais pas avec les mêmes fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités que j'utilisais auparavant systématiquement sur l'iPad et je suis passé maintenant uniquement sur la tablette Remarkable. Alors la première chose par rapport à un iPad, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. La Remarkable ne fait que de la lecture de l'écriture. Et donc, si j'ai besoin de me concentrer sur un article scientifique pour le comprendre, pour l'analyser,
pour bien voir, par exemple, bien comprendre la philosophie derrière, la Remarkable, c'est chouette parce que j'ai aucun élément de distraction supplémentaire. Je vais pas être tenté de me dire ah tiens, j'irais bien voir sur Twitter sur tel sujet, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là. Il y a un aspect, ça aide un peu, beaucoup à la concentration sur un thème donné. L'écosystème est un petit peu ouvert pour peu qu'on soit geek. Il est possible en fait d'installer quelques utilitaires complémentaires. C'est pas forcément évident pour tous, mais c'est bon à savoir. Mais par ailleurs, il y a quelques petites choses qui sont quand même beaucoup plus directes et faciles à faire avec un iPad. Notamment tout ce qui est interaction directe avec d'autres applications. Par exemple, si je reçois par mail un document que je dois signer, sur lequel je dois simplement bien dire je suis d'accord, je mets ma signature sur un bon de commande, c'est beaucoup plus rapide pour moi de le faire directement dans l'application mail de l'iPad sur laquelle je vais ouvrir le fichier, je vais signer et je vais renvoyer le fichier direct, que de prendre le fichier, de le transférer via l'application dédiée sur la tablette Remarkable, puis de l'envoyer par mail. Là, c'est vrai, c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment un intérêt, beaucoup de gains en vitesse sur l'iPad. Donc en pratique, ce que je continue de faire pour l'iPad, sur iPad, c'est bien l'utilisation avancée sur des fichiers PDF. C'est-à-dire si j'ai besoin de modifier, rajouter beaucoup de choses sur un fichier PDF, de rajouter de l'image, de rajouter du texte, de rajouter des signatures, de recomposer un document PDF. Par exemple, c'est beaucoup plus aisé sur un iPad Pro avec des applications comme GoodNotes. Je vous renvoie là aussi sur la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Par contre, pour tout ce qui est prise de notes au quotidien, donc comme ça serait de la prise de notes sur un cahier de notes, eh bien maintenant, là où j'utilisais effectivement beaucoup avant l'application Notes de l'iPad, puis ensuite GoodNotes, je fais tout systématiquement maintenant dans mes cahiers de notes qui sont sur ma tablette Remarkable, qui sont synchronisés avec l'application. Eh bien, dans mon ordinateur, je peux à tout moment, si je n'ai que mon Mac, reconsulter ce que j'avais pris en note sur tel ou tel sujet. Donc en pratique, tout ce qui est prise de notes manuscrites, en réunion de recherche, en réunion avec des collègues ou autres, maintenant je le fais systématiquement sur la tablette, qui a l'avantage de être à la fois permettre une meilleure concentration de ma part et aussi de m'économiser les yeux et l'utilisation de gouttes de collier qui sont juste un pis-aller par rapport à la situation d'avoir cette multitude d'écrans et de lumière. Et ce que je fais plus sur iPad, quasiment plus, c'est de la lecture de manga, parce que en pratique, ce format-là, le 10,3 pouces, est vraiment super pour lire du manga, que ça soit en japonais comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ça soit en français. Donc c'est vraiment le format idéal à mon sens, ni trop grand ni trop petit. Donc lecture de manga, mais en fait seulement pour des mangas dont on récupère les fichiers EPUB ou fichiers PDF, donc des mangas qu'on achète. Mais il y a toute une gamme de mangas qui ne sont disponibles en fait que via des applications dédiées, que ça soit en fait au Japon avec les applications de grandes franchises comme le Shonen Jump, comme Kodansha et son Manga Pocket et autres, donc où il faut passer par l'application, ou même en France avec des applications comme Manga Plus qui nécessitent pour lire les fichiers d'être dans l'appli en elle-même. Il n'y a pas de fonctionnalité de téléchargement. Donc pour ces logiciels-là, pour ces applications-là, forcément, je continue de lire sur mon iPad Pro. Voilà. Et en pratique, ce que je pense, c'est que ces tablettes, qui sont à la fois bloc-notes et liseuses, elles ont un bon potentiel. Ça se sent, puisque depuis début 2021, en France, il y a eu une première tablette qui a été proposée sur ce format-là, officiellement, avec toute une gamme de promotions en français. C'est une tablette proposée par Bookin.
si je dis que c'est vraiment quelque chose dont on sent le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre sur le marché français, c'est parce que, bien, comme je vous le disais, au Japon, tout ce qui est fait sur le Sony, d'abord c'est Sony qui a fait son digital paper, donc comme je vous le disais, dont le principe a été repris ensuite par Fujitsu. Et puis cette start-up norvégienne qui communique surtout en fait en ligne, c'est pas un produit que vous pouvez trouver dans les grands magasins, mais vous pouvez commander votre Remarkable très facilement sur le site en ligne de Remarkable, mais ça reste quelque chose qui est moins facilement accessible au grand public parce que les gens ne vont pas la voir directement, par exemple, en allant à la Fnac, à Leclerc, à Darty. Mais on voit donc que des choses changent, Bookin arrive, et puis Kobo aussi lance sa Kobo Ellipsa, pile poil au format 10,3 pouces, et pile poil une tablette qui est vendue pour être à la fois liseuse et en même temps bloc-notes. Donc ce concept qui finalement date des milieux des années 2010 est vraiment en train de peut-être trouver son envol. Peut-être que 2021, 2022, 2023 vont être le moment où les gens vont s'intéresser bien plus à ce type de tablette, parce que les liseuses à ce format-là, 6-7 pouces, ont atteint une forme de maturité, et les gens, le public, cherchent sans doute d'autres types de produits, notamment par rapport à la lecture de BD au sens large. Donc on n'est pas encore sur des modèles de liseuses avec de l'encre numérique, de l'encre électronique en couleur, même si des premiers modèles petits formats sont en train d'arriver. Mais par contre, sur l'encre électronique noir et blanc, on est donc avec une diversification des produits sur un format 10,3 pouces tout à fait adapté. Donc ce qui manque en pratique, les petits moins de la Remarkable sont, eh bien, comme on l'avait dit, le fait d'avoir un écosystème qui est concentré simplement sur la lecture et l'écriture, le non-accès à un magasin en ligne qui fait que je pourrais me décider à n'importe quel moment, rien que sur la tablette, d'acheter et de télécharger tel ou tel livre, ce qui est possible sur toute autre liseuse, et ce qui sera possible par exemple sur la Kobo Ellipsa. Et puis un autre élément qui manque, c'est le rétroéclairage. C'est un choix en fait de la société Remarkable de ne pas mettre de dalle de rétroéclairage parce que ça nécessite du coup un traitement particulier sur l'écran qui du coup va provoquer une petite distance entre eh bien, votre poignet, le stylet et puis là où vous écrivez, parce qu'il faut bien dire qu'à ce niveau-là, c'est vraiment une sensation d'encre, comme si le stylet faisait délivrer directement l'encre, donc le choix paraît pertinent. Par contre, pour la lecture, le soir, dans des conditions plus sombres, c'est un peu dommage de ne pas avoir ce rétroéclairage. Donc il va falloir voir comment d'autres produits, dont justement la Kobo Ellipsa que j'évoquais auparavant, vont s'emparer de cet élément-là, avec à la fois un rétroéclairage, un système d'exploitation plus complet, et ça sera peut-être eh bien, le concurrent principal de la Remarkable, et puis d'autres produits qui ne manqueront pas d'arriver, à mon avis, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà donc pour mon retour d'expérience de cette tablette Remarkable après 6 mois d'utilisation à titre vraiment personnel et professionnel dans le quotidien. Très satisfait aussi eh bien, de la durée de la batterie. En pratique, j'ai besoin de la charger une fois par semaine. Autrement, en fait, tout se passe bien et mon utilisation ne nécessite pas en fait d'avoir un chargement plus fréquent là où des tablettes de type iPad nécessitent évidemment eh bien des chargements plus intenses parce que plus consommateur d'énergie, ce qui est logique. Donc voilà, j'espère que ce retour d'expérience sur mon usage de la Remarkable 2 vous aura intéressé. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos qui ont été consacrées eh bien, à d'autres tablettes Remarkable, iPad Pro et ou liseuses comme la Kindle sur la chaîne de Rosalis. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!